mais pas de la GPA. Voilà, c'est jamais ce qu'ils disent. Vous pensez qu'il y a des intentions cachées? C'est jamais ce qu'ils disent. Mais évidemment, enfin, c'est jamais ce qu'ils disent. Mais ne serait-ce que parce que ce serait incohérent idéologiquement. À partir du moment où vous avez basculé le principe que la filiation était le produit d'un homme et d'une femme, à partir de là, mécaniquement, vous ne pouvez pas vous opposer à ça. Parce que qu'est-ce qui s'est passé concrètement depuis 2013, Marion Maréchal, dans la société française, qui l'a déstabilisé depuis que le mariage... Mais c'est pas une question de déstabiliser. Je suis pas en train de dire que ces réformes-là ont déstabilisé l'ensemble de la société. Ce que je suis en train de dire, c'est que précisément le conservatisme, c'est aussi une certaine idée de l'homme qu'on se fait dans la société, qui sont l'héritier, en effet, des valeurs grecques, latines, chrétiennes, qui ont forgé aussi ce que nous sommes, d'une certaine manière. Je ne crois pas qu'il faille en avoir honte. Je vous donne un exemple très concret sur la procréation médicalement assistée pour les femmes. Bon, au-delà du fait qu'on pourrait quand même être interpellé par le fait qu'on puisse faire de la filiation un produit de consommation, au-delà du fait qu'on pourrait être interpellé par le fait que des enfants puissent être privés de leur filiation paternelle, il y a un autre sujet qui est beaucoup plus inquiétant pour moi et qui va vous donner un exemple de ce que ça peut impacter sur l'ensemble de la société. Aujourd'hui, la procréation médicalement assistée, c'est quelque chose qui est réservé aux couples hétérosexuels stériles. Demain, si vous ouvrez cette procréation médicalement assistée aux couples de femmes, vous faites mécaniquement sauter cette condition de la stérilité. Logique, puisqu'elles ne sont pas stériles. Et la règle devient l'impossibilité d'avoir un enfant de manière biologique. Exactement. Et demain, donc mécaniquement, par principe, vous ouvrez le fait de pouvoir faire accéder cette procréation médicalement assistée à l'ensemble des couples, y compris hétérosexuels, qui pourront y recourir pour les meilleures raisons du monde au départ, comme ça se fait d'ailleurs par exemple aux États-Unis, et où on va vouloir sélectionner les enfants pour éviter qu'ils héritent de telle ou telle maladie génétique. Vous pointez le danger de l'eugénisme, mais c'est pas du tout le projet affiché par le gouvernement. Mais ça n'est jamais le projet. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où vous renversez le principe, vous ouvrez la voie à cela. Voilà. Et vous allez vous retrouver demain. Et d'ailleurs, c'est dénoncé par des conservateurs de droite, mais aussi par des conservateurs de gauche. Hein. Je veux dire, cette réflexion-là, elle a été faite notamment, alors son nom ne vient plus en tête, mais cet intellectuel de gauche espagnol qui interpellait là-dessus en disant attention, derrière ces politiques des bons sentiments où on va être dans l'émotion, en réalité, derrière, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on déstructure toute la société et on s'avance vers des choses qui sont assez inquiétantes. Est-ce que être conservateur, Marion Maréchal, c'est aussi restreindre l'accès à l'IVG? Aux États-Unis, en ce moment, il y a plusieurs États qui ont décidé, pour le coup, de raccourcir le délai pendant lequel on peut y avoir accès. C'est dommage que vous enfermiez tout sur ces sujets-là. Voilà. C'est dommage que vous enfermiez tout parce que, en fait, je veux dire, ça reste des sujets importants, mais... Qu'est-ce qu'on enferme, Marion Maréchal? Mais non, mais je veux dire, c'est vrai que c'est amusant qu'à partir du moment où vous dites conservateur, la première chose à laquelle vous pensez, c'est forcément c'est du communautarisme catholique obsédé par les sujets de société. Je vous dis tout ça, c'est On est là pour comprendre justement le sens que vous lui donnez. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ça, ça va dans l'ensemble. Enfin, je veux dire, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup regretté ces derniers mois, quand les gilets jaunes ont émergé. Mais vous ne répondez pas à ma question sur les je vais vous répondre si vous voulez. J'ai pas de problème à m'échapper, mais comme j'ai déjà répondu 850 fois quand je... Non, parce qu'en fait, là, très concrètement, je pose la question sur ce qui se passe aux États-Unis. En ce moment, la Louisiane vient de l'interdire après 6 semaines de grossesse. Le Missouri, après 8 semaines de grossesse. C'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Moi, ça m'intéresse de savoir si demain, si jamais le conservatisme que vous souhaitez est au pouvoir en France, c'est quelque chose que l'on fera en France. Je ne suis pas et je n'ai jamais été pour l'interdiction de l'IVG. Mais en l'occurrence, pour revenir au sujet, sans l'interdire, là, on restreint les délais. Il y a une cohérence, si vous voulez, dans la vision qu'on se fait de la société. Une chose que j'ai regrettée, pour vous donner un exemple très concret, c'est que précisément la manif pour tous, par exemple, ne soit pas aux côtés des Gilets jaunes. Parce que moi, je vois une cohérence, si vous voulez, dans le fait de défendre, dans un certain modèle de société, la dignité au travail, la justice sociale, l'égalité entre les territoires, la solidarité intergénérationnelle, la solidarité entre les différents membres d'un peuple commun et ces sujets de société qui traitent finalement de la filiation, du refus de la marchandisation du corps. Tout ça, pour moi, c'est l'héritage de ce que nous sommes, c'est-à-dire une société façonnée par des valeurs, notamment chrétiennes, mais qui font aussi notre noblesse et qui fait que la civilisation française est une civilisation qui a su, c'est vrai, se démarquer et même souvent montrer la voie à l'international. Tout à l'heure, vous avez évoqué ce mouvement des Gilets jaunes. On a déjà entendu le questionnement ces derniers mois de savoir s'il s'agissait d'une nouvelle lutte des classes. Jérôme Fourquet, dans son ouvrage L'archipel français, évoque plusieurs dimensions de cette archipélisation de la France, c'est-à-dire des îlots différents qui cohabiteraient. Il parle par exemple du recul des structures catholiques. Il parle aussi de l'écart de plus en plus grand entre les élites et le peuple. Les élites qui, elles, partiraient dans un sens avec une attitude extrêmement méprisante et le peuple qui, en rejet, justement, lui prendrait ses propres distances. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui et que c'est ce que les Gilets jaunes montrent?
C'est indéniable et c'est précisément... Alors, Jérôme Fourquet fait une analyse très intéressante, il parle de 3 archipels. Il parle de cet archipel principalement immigré, communautarisé, avec cette forme d'identitarisme islamique, voilà, qui vit de plus en plus pour certains quartiers en sécession culturelle avec la France. Il parle de cet archipel des gilets jaunes, hein, pour faire simple, donc la France périphérique, la France rurale, la France des banlieues dortoirs, souvent d'ailleurs cette France du milieu, qui a un peu le sentiment de payer pour la France d'en haut, qui elle a les moyens, voilà, de pouvoir s'expatrier, et puis de payer pour une France d'en bas, qu'elle porte aussi un peu à bout de bras. Et puis la France dite des métropoles, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi communément les anywhere, les nomades, l'élite mondialisée, les gagnants de la mondialisation. C'est un défi politique inédit qui se présente à nous, puisque c'est le résultat, entre autres choses, évidemment d'une part d'une immigration de masse, qu'on n'a pas réussi à assimiler et qui s'est communautarisée, qui est la proie d'offensives culturelles très fortes de l'étranger, notamment l'Arabie saoudite, le Qatar, d'autres pays comme l'Algérie, le Maroc, qui cherchent à influencer ces communautés et qui donc participent de cette dissension. Emmanuel Macron a dit qu'il serait très attentif effectivement au financement venu de l'étranger, par exemple, le culte musulman. Ce serait temps en effet d'être interpellé par cela, parce que 2 tiers des imams en France sont étrangers. Le deuxième archipel, c'est celui des élites, qui est un phénomène assez inédit, puisque c'est le résultat de la massification des élites. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ce qu'on appelle les élites, les cadres supérieurs, on pourrait débattre du mot aussi, mais je veux dire, représentaient une toute petite partie de la population. Ce qui faisait que, mécaniquement, tout au long de leur vie, il y avait un brassage social, hein, qui se faisait de fait. Aujourd'hui, on peut avoir des territoires entiers sur 10, 20, 30, 40, 50 km, parfois même des régions entières, où des cadres supérieurs ne fréquentent que des gens, ou presque, qui appartiennent trop d'élite, tue le pays pour vous. Même classe sociale. Non, mais c'est le fait qu'il y ait une forme de communautarisation sociale. Et mais est-ce qu'on ne peut pas se féliciter de se dire qu'il y a des gens qui, grâce à l'ascenseur social, ont atteint... non, mais je ne suis pas en train de critiquer le fait qu'il y ait de plus en plus de cadres et de cadres supérieurs. Je dis juste que ça a créé un phénomène sociologique qui fait qu'il y a une forme de culture, de mœurs, d'aspirations parallèles qui se sont construites à côté de cet archipel des Gilets jaunes, qui fait que nous avons 2 France qui ont beaucoup de mal à communiquer et à se comprendre. Et comment on les rassemble et je continue de penser que la question, la nation et le patriotisme sont encore des leviers qui permettent de transcender ces clivages, ces fameux clivages sociaux, ces fameux clivages des luttes des classes. Pour ça, encore faut-il accepter, et là pour le coup, on ne peut pas le faire avec les progressistes. Mais c'est pas parce qu'on est patriote que d'un seul coup on devient plus riche ou moins riche. Non, c'est pas le sujet. C'est parce que vous êtes patriote, en revanche, que même si vous avez des conditions de vie qui sont très confortables, vous allez vous soucier des conditions de vie de votre compatriote qui lui vit en Picardie et qui n'a pas les mêmes avantages que vous. C'est parce que vous êtes patriote que même si vous avez l'avantage de pouvoir mettre vos enfants dans des écoles privées qui vont appliquer des méthodes pédagogiques à l'ancienne qui fonctionnent très bien, eh bien vous n'allez pas vous soucier de l'état de l'école publique dans laquelle précisément ce même compatriote de Picardie va lui être contraint de mettre son enfant sans aucune perspective d'ascenseur social. Concrètement, on fait quoi ? On ne peut pas obliger les élites, par exemple, à devenir toutes patriotes du jour au lendemain ? Non, mais je pense qu'il y a plusieurs leviers. Le premier déjà, c'est de favoriser le dialogue. Or, le dialogue, il passe naturellement dans une démocratie par les institutions. Or, ces Gilets jaunes, cette France, cet archipel français-là, eh bien, c'est un archipel qui a été rendu invisible sur le plan démocratique depuis des années, soit parce qu'on ne comptabilisait pas le vote blanc, soit parce que finalement on commentait l'abstention mais sans chercher à comprendre vraiment ce que ça signifiait, soit parce qu'on a marginalisé les partis pour lesquels ils ont voté. Là, il y aura une dose de proportionnelle à l'avenir aux législatives, donc vous le savez, vous le faites. On verra dans quelle mesure, bien évidemment. Et dernière chose, chaque fois qu'on leur a donné les moyens de s'exprimer, notamment par référendum, on leur a dit que leur référendum ne valait rien et on l'a jeté à la poubelle. Donc si déjà on n'est pas capable d'organiser le dialogue de ces différentes archipels français au sein même de nos institutions, il ne faut pas s'étonner, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de compromis patriotique, comme on peut dire, en tout cas de destinée patriotique qui puisse se construire. Donc la première chose, c'est déjà évidemment de régler cette question par le biais institutionnel. Et vous-même, vous êtes allé une fois, si je ne me trompe pas, en novembre, défiler sur les Champs-Élysées pour soutenir les Gilets jaunes. Vous y êtes allé parce que vous êtes patriote et que vous soutenez le combat de vos compatriotes. Je me suis sentie concernée, en effet. Alors je fais la distinction parce que je pense que c'est quand même important de rappeler que évidemment l'immense majorité des débordements ont été
soit du fait, soit poussée par des militants d'extrême gauche qui ont bien servi le gouvernement à l'époque pour pouvoir délégitimer ce mouvement. Mais oui, cette France des ronds-points qui précisément se lève le matin, travaille, paye ses impôts, respecte la loi, a l'impression de porter à bout de bras des gabegies étatiques sans en réellement bénéficier, oui, ça m'interpelle. Voilà. Et je pense que plutôt que de continuer à construire une territorialisation française basée sur les métropoles comme on le fait aujourd'hui, qui alimente ces clivages, qui dévitalise les territoires, on pourrait peut-être trouver une solution intermédiaire qui jusqu'ici a été totalement abandonnée, qui dire que plutôt de viser la France des 12 métropoles pour faire des villes-mondes, parce que voilà, on veut copier des modèles des étrangers et on veut compter à l'international, faire la France des 100 ou des 150 villes intermédiaires, c'est-à-dire villes comme Mâcon, comme Châlons, comme Valence, toutes ces villes qui ont encore du potentiel, mais qui ne bénéficient plus de stratégies politiques, économiques et d'investissement. C'est la faute de qui? De l'État? Mais c'est la faute entre des choix politiques, bien sûr. Des choix politiques. À quel niveau? Du gouvernement au niveau national à Paris ou des élus locaux sur le terrain? En réalité, c'est la faute combinée de plusieurs choses. Ça veut dire que ce phénomène de métropolisation, c'est un phénomène qui est quand même voulu de fait. Alors, pour compenser ce phénomène de métropolisation, par les pouvoirs publics. Je veux dire, dans les investissements, dans les choix d'infrastructures qui sont faits pour accueillir les entreprises, dans les investissements de transport. C'est-à-dire que tout est concentré de manière disproportionnée dans ces territoires-là en vue de construire ces villes-mondes. Le Grand Paris en est par exemple un exemple, au détriment de toutes ces villes intermédiaires qui sont donc vidées de leur substance et qui pourraient être une première étape pour redensifier la France. Ce serait aussi un moyen de faire gagner du pouvoir d'achat aux Français parce que la métropolisation, mais pardon, quand le président de la République a annoncé 17 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat depuis décembre, non, mais ça là, compte pas ça? On parle de choses différentes. Ça va être un autre sujet, on peut en parler après. Moi, je vous parle de la stratégie de territoire. Oui, mais ça rentre là-dedans, parce que le chef de l'État nous dit aussi on veut le retour des services publics sur le territoire, l'accès au territoire. C'est un vrai sujet, pardon, parce que la métropolisation... Je ne dis pas que c'est un faux sujet, je vous dis qu'il me semble qu'Emmanuel Macron y a en partie répondu. Mais je veux dire, c'est quand même un sujet très important, parce que on organise la France des métropoles, ça a pour conséquence la France du vide, et on dit on continue avec les métropoles, et on fait des espèces de petits pansements dans la France du vide, sans se dire que la solution pour redensifier la population, ça pourrait passer par ces villes intermédiaires. Bon voilà, donc ça c'est une première chose de stratégie politique qui m'apparaît essentielle, et qui pourrait d'ailleurs parler pour le coup à l'ensemble de la population, parce que je pense que la métropolisation, l'ensemble de la population peut en souffrir, que ce soit sur le plan économique d'ailleurs, ou que ce soit sur le plan de la qualité de vie. Ensuite, il y a eu un phénomène qui est un autre phénomène qui a accéléré évidemment l'apparition de cette France du vide, c'est la disparition des bassins d'emploi qui étaient notamment l'industrie et l'agriculture, puisque aujourd'hui la part industrielle de la France dans le PIB c'est 12%, c'est quelque chose de dérisoire. Mais parce que la France et le monde ont changé aussi, Marion Maréchal. Non, parce qu'on a fait des choix politiques qui ont organisé le désarmement économique de notre industrie. Mais on n'a plus les mêmes besoins de production industrielle aujourd'hui qu'il y a un siècle, c'est un fait. Là, d'accord, mais pourquoi l'Allemagne, dans ce cas-là, elle est à 20% de part d'industrie dans son PIB? C'est bien qu'elle a fait des choix qui lui permettent, elle, aujourd'hui, de défendre son industrie. La France a renoncé à son industrie. Voilà, elle voulait être un pays de service, un pays de tourisme. Et ça, c'est mal. Oui, je pense qu'en tout cas, ça n'est pas suffisant. Je pense que la force aussi d'un pays, c'est précisément également de passer par une diversification de son économie, de permettre aussi des modes de production qui puissent précisément répondre à de l'embauche de grande ampleur, parce que l'un des sujets quand même aujourd'hui en France, notamment de notre dette publique, c'est qu'on n'a pas assez de personnes qui ont un emploi et donc qui peuvent cotiser pour pouvoir financer nos dépenses publiques. Donc c'est quand même un sujet important. Et donc à partir de là, je pense que oui, il y a évidemment la question des impôts et de la fiscalité que traite très partiellement Emmanuel Macron. 17 milliards, c'est très partiel, Marion Maréchal. Oui, mais c'est très partiel si vous voulez. Mais quand vous vous attaquez notamment à la prime d'activité à travers le SMIC, c'est... Quand vous y attaquez, quand vous l'augmentez,